Le Japon a toujours eu une économie et une culture liées à la mer, c'est normal car ce pays est une île. La culture, l'emplacement géographique et la biodiversité du Japon font que j'aime ce pays. Par contre, l'écologie, c'est pas trop ça, mais on y reviendra plus tard. Je veux d'abord vous parler du nouveau spécimen de Archaeopteryx dux, le fameux calmar géant, qui a été découvert agonisant sur les côtes de Izumo dans le port d'Inome. En même temps, c'est difficile de retrouver un spécimen abyssal à la surface sans qu'il soit agonisant. Il a été congelé pour être étudié plus tard. C'est une découverte extrêmement importante car Archaeopteryx est un animal très peu connu. Les échantillons de calmar géant ont une valeur inestimable. Et ce spécimen va nous fournir de belles données. Les courants océaniques transportent les nutriments à la base de la chaîne alimentaire comme le plancton et le krill un peu partout. Et forcément, tous ceux qui s'en nourrissent l'accompagnent. Certains organismes vont donc se trouver partout autour du monde et d'autres s'adaptent ou disparaissent, sélectionnés par les conditions environnementales ou les prédateurs d'un nouvel environnement. La présence d'une mer, plus ou moins isolée de l'océan, favorise cette spéciation. C'est-à-dire qu'une lignée d'organismes va évoluer grâce à l'isolement géographique. Les côtes japonaises abritent donc des variétés d'animaux présentes chez nous, mais aussi des espèces uniques. Les espèces que l'on peut retrouver dans les aquariums japonais sont très souvent des espèces qui ne vivent qu'à proximité du Japon. Ce sont en quelque sorte les fiertés naturelles du pays. Près des rivages, on retrouve des animaux comme Pristiforus japonicus. C'est un petit pristiforiforme, l'ordre des requins-scies. Si vous voulez bien faire la différence avec les pristidés, les poissons-scies, qui sont plus proches des raies que des requins, on remarque une différence morphologique frappante. Les requins-scies ont des branchies situées sur les côtés du corps, et on retrouve souvent des moustaches sur le rostre. Alors que les poissons-scies ont leurs branchies sur la partie ventrale du corps, comme les raies, et ils ne possèdent pas de moustache. On retrouve ce requin-scie autour des archipels japonais et un peu plus au sud jusqu'en Taïwan, dans la mer de Chine orientale, et aussi dans la mer Jaune. Contrairement à la plupart des requins-scies, il n'est pas en danger. Il est même consommé par la population locale. Squatina japonica appartient à l'ordre des squatiniformes, les anges de mer, qui est encore consommé par les populations locales et importé à travers le monde alors qu'il est en danger critique d'extinction. Cet ordre est constitué de poissons cartilagineux à morphologie générale plutôt aplatie et aux nageoires pectorales et pelviennes très larges, qui lui ont d'ailleurs valu son nom. Il se différencie des autres membres de son ordre par des nageoires pelviennes plus arrondies, une concavité entre les yeux et une couleur rousse ou brunâtre avec de petites taches blanches et des grosses taches plus foncées en rangée sur le dos. Il y a aussi Triachis cilium, qui est l'une des espèces dont la répartition géographique est la plus localisée et restreinte dont on va parler, et il est en danger comme la plupart des membres de son ordre autour du globe. Sur les fonds marins, on trouve Macrokeria campferi, qui est une araignée de mer que l'on trouve exclusivement sur les fonds océaniques japonais. Sa taille est très impressionnante, car le corps, sans compter les pattes, peut mesurer à l'âge adulte en moyenne 30 cm de large. Le dimorphisme sexuel chez cette espèce est très frappant. Chez le mâle, les chélipèdes, c'est-à-dire les grands bras munis de petites pinces, sont extrêmement grands. Leur taille est comprise entre 1m70 et 2 m, alors que chez la femelle, elle ne dépasse même pas les 30 cm, ce qui n'est pas plus grand que les pléopodes, les 8 autres pattes. C'est un genre de crustacés que l'on peut retrouver aux alentours de 600 mètres de profondeur, mais on peut retrouver les plus jeunes plus proches de la surface. Ces crustacés font parmi des nettoyeurs naturels. Si vous voulez, il y a 3 phases à la disparition d'une carcasse. Le plus souvent pour les gros animaux morts, comme les baleines. Premièrement, ce sont les prédateurs à l'origine de la mort de l'animal qui se servent en arrachant et avalant de gros morceaux de la carcasse, en même temps que de petits prédateurs opportunistes. Ensuite, lorsque la carcasse n'est plus assez volumineuse pour permettre à la poussée d'Archimède de la faire flotter, elle coule, jusqu'à se poser sur les fonds marins. Et là, ce sont les premiers nettoyeurs qui rentrent en action, comme les requins abyssaux. Ensuite, ce sont les deuxièmes nettoyeurs, qui viennent récupérer des morceaux plus petits encore accrochés à la carcasse, comme des lamproies, des céphalopodes ou des crustacés, comme notre fameux Macrokeria. Ils sont plus petits et plus fins, ils peuvent donc s'infiltrer dans les petits recoins d'une carcasse pour récupérer ce qui reste de chair et d'organes. Les troisièmes à nettoyer la carcasse sont des micro-organismes qui vont se nourrir de micronutriments qui restent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les os. Lorsqu'un cadavre tombe de la surface, les organismes en très grand nombre en profitent, chacun leur tour. C'est un véritable festin. Le cadavre d'une baleine par exemple représente un apport non négligeable pour la biodiversité. Du côté des céphalopodes, on a Tadarodes pacificus, le calmar volant du Japon. Rien à voir avec Omastrephes bartramii, qui se sert de ses nageoires et de membranes qu'il étend entre ses bras pour sauter hors de l'eau et planer un moment pour échapper aux prédateurs, à la manière des poissons volants. Tadarodes pacificus a été nommé ainsi en référence à ses très grandes nageoires qu'il fait papillonner dans l'eau. C'est un calmar plutôt grand, avec une longueur de manteau allant de 30 cm à 50 cm de long à l'âge adulte. C'est l'une des espèces qui effectue les plus longues migrations horizontales pour aller pondre plus proche de l'équateur, là où l'eau est plus chaude. Car comme vu dans l'épisode précédent, la croissance des embryons des céphalopodes dépend de la température de l'eau. Si l'eau est plus chaude, la croissance de l'embryon sera plus rapide. Il est aussi possible de trouver Enteroctopus dofleini, le fameux poulpe géant du Pacifique, près des côtes asiatiques. Un manteau de 60 cm et des bras pouvant lui donner une longueur de 3 mètres. Évidemment, ces céphalopodes ne peuvent pas être maintenus en aquarium,
car ils effectuent chaque jour des centaines de kilomètres, que ce soit pour des migrations verticales ou horizontales, ou tout simplement parce qu'ils sont trop grands. Il est possible de faire grandir des poulpes géants en aquarium, mais il faut les relâcher à l'adolescence. Les requins-baleines de certains aquariums japonais sont élevés en captivité puis relâchés à l'âge adulte. Beaucoup d'espèces dont je vous ai parlé sont menacées, voire en voie d'extinction. Alors, des projets de sensibilisation sont mis en œuvre pour la population. Et cela donne parfois naissance à des œuvres sublimes, comme le film d'animation Les Enfants de la Mer, Kaiju no Komodo, adapté des mangas de Daisuke Igarashi. C'est une histoire qui mêle science, écologie et poésie, et qui est accompagnée par de merveilleuses musiques que j'utilise souvent pour mes vidéos. La 身内際はとても雄弁なんだ。海の水を伝わってたくさんの情報が集まってる。それが聞き分けられると大抵のことは分かってくる。Kenshi Yonezu a même réalisé une superbe chanson nommée Umi no Yurei, l'esprit de l'océan, spécialement pour son Il y a même de très belles reprises. Revenons-en à l'écologie japonaise. Les traditions du pays sont charmantes, mais lorsqu'elles prennent plus d'importance aux yeux des dirigeants que les conditions écologiques actuelles, ça peut devenir un problème. La plupart des recherches sur les baleines s'effectuent grâce à des navires baleiniers. Ils font ce que l'on appelle de la chasse scientifique. Auparavant, les baleines tuées étaient utilisées pour l'industrie après l'étude des spécimens chassés pour ne rien gâcher. Mais on ne sait toujours pas s'il s'agissait d'une méthode déguisée de chasser pour l'industrie. Surtout en sachant que les financements des chercheurs viennent principalement du ministère de l'Agriculture. Ces instituts de recherche, comme l'Institut japonais de recherche sur les cétacés, se fixent l'objectif de chasser 1 millier de baleines chaque année. Sauf qu'un institut de recherche n'a pas besoin d'1 millier de spécimens morts chaque année pour mieux les connaître. De plus, il n'est pas obligatoire de tuer un animal pour l'étudier. On peut aujourd'hui utiliser des technologies GPS et des observations au milieu naturel pour réduire les victimes. Et puis, si on veut des cadavres, on en trouve bien assez victimes d'accidents sur les côtes. Les baleines ne sont pas des ressources naturelles comme les autres, car elles sont menacées. En 2014, tout type de chasse à la baleine en Antarctique est interdite par une loi japonaise. Le 26 décembre 2018, le Japon réautorise la chasse commerciale à la baleine en se retirant de la CBI, Comité international baleinier. Il était déjà difficile de préserver le nombre de cétacés avant cette loi à cause des accidents, de la pollution autant hydrique que sonore, du braconnage et de la chasse scientifique. Alors avec la chasse commerciale légale, ça risque pas de s'arranger et leur nombre ne s'arrêtera pas de diminuer. Surtout que les produits de baleine actuellement sont des produits de luxe, beaucoup plus chers que les graisses synthétisées par exemple. Et les produits baleiniers sont de moins en moins consommés. Donc ça sert plus à rien d'en chasser. Le gouvernement japonais veut alors respecter un quota d'individus à chasser. Mais là on parle pas de régulation de population, car l'augmentation de la population de baleines n'aura pas d'impact néfaste sur l'environnement. Elle en aurait même un bénéfique, comme on l'a vu sur la partie sur le festin des abysses. C'est donc une réforme purement égoïste pour continuer à chasser. On dit souvent que les limites des territoires de chasse permettent de préserver le nombre d'individus. Mais si le Japon n'avait pas pris une réforme aussi inutile pour l'économie, peut-être aurions-nous réussi à faire remonter le nombre de cétacés. Il ne nous reste plus qu'à espérer que les baleines s'éloignent peu à peu des territoires de chasse humains, pour laisser périr ce business aussi peu rentable que durable de la baleinerie. Le Japon, de par sa biodiversité et sa culture, est un pays qui selon moi mériterait des directives mieux réfléchies dans le domaine écologique et scientifique de la part des dirigeants. L'humanité a besoin d'exploiter l'environnement, mais elle doit savoir s'arrêter lorsque cela concerne une espèce en danger, dont la chasse ne peut lui apporter guère plus que ce qu'il peut avoir en chassant une espèce qui n'est pas en danger. 海はとてもおしゃべりです。しかし、人間は自分自身に耳を傾けるだけです。Regarde ces plaies. Celle-ci a certainement heurté les hélices d'un bateau. C'est courant par ici que les baleines soient désorientées par le brouhaha incessant des navires. Elles en perdent ainsi leur sens principal. Elles sont sur le point de disparaître et rien n'est mis en place pour les protéger. C'est dur de voir ce pourquoi on se bat se faire ignorer par les gens au pouvoir.
Malgré tout, faut pas abandonner. Si on arrête de crier maintenant, ils nous entendront jamais. Faut persister.